Quand l'avocat a dit « Tout revient à votre sœur », je n'ai pas bronché. J'avais déjà sursauté 1000 fois auparavant. Cette fois, je me suis contentée de croiser les mains sur mes genoux et de la regarder sourire. Sloan, ma sœur aînée de 3 ans, était assise 2 sièges plus loin, dans une robe fourreau noire qui coûtait plus cher que mon prêt immobilier. Ses cheveux blonds étaient coiffés en vagues douces, ses ongles peints d'un rose discret, son expression maîtrisée, mais juste assez suffisante pour que je devine la jubilation sous-jacente. Nous étions installés dans une salle de conférence aux boiseries sombres, au 28e étage du cabinet d'Anton et Ward, l'étude de succession de longue date de la famille. Ça sentait le cuir et les vieilles décisions. Maître Alperne, l'avocat, s'éclaircit délicatement la gorge avant de continuer la lecture du testament de mon père. Les propriétés de Banbridge, Westport et Aspen, ainsi que toutes les participations dans Kinstra Holdings, y compris les actifs détenus dans le trust exécutif, sont transférés en totalité à Sloan Quinn Rivers. Il leva les yeux, peut-être pour voir si j'allais réagir. Je ne dis rien. Sloan, elle, parla. C'est généreux, dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour quiconque. J'observais son visage. Pas par jalousie. J'avais cessé d'attendre la moindre équité de la part de notre père depuis des années. Richard Quinn croyait en la notion d'héritage, et pour lui, Sloan était la pierre polie qu'il avait taillée pour le porter. Mariée à un promoteur immobilier. Mère de 2 enfants. Diplômée de l'Ivy League. Présidente du conseil d'administration de la Fondation Quinn. Le genre de fille qui figurait dans les annonces des journaux. Moi, en revanche, j'avais toujours été l'écharde dans son système. Biologiste marine. Divorcée. Je vivais seule dans un petit cottage de 2 chambres près de la côte. J'avais quitté son monde de salles de réunion et de dîners stratégiques, et ça, pour lui, c'était une trahison. Maître Alperne s'éclaircit la gorge à nouveau. À mademoiselle Emory Quinn, dit-il. Mon nom, minuscule entre les échos du verre et du silence. Une boîte d'effets personnels ayant appartenu à sa défunte mère, comprenant des albums photos, des journaux intimes manuscrits et quelques pièces de bijoux sélectionnés. Sloan laissa échapper un petit souffle à peine contenu d'amusement. Elle tourna légèrement la tête, juste assez pour parler sans me regarder directement. J'ai toujours pensé que les perles de maman tiraient bien. Quelque chose de simple, pour quelqu'un de terre à terre. Je ne répondis pas. Je tendis simplement la main vers mon sac, me levai, et lissai la jupe de ma robe bleu marine. Avons-nous terminé ici, maître Alperne, demandai-je. Il hocha rapidement la tête. Oui, mademoiselle Quinn. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'entendis de nouveau la voix de Sloan, sirupeuse. Emory, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit. Kinstra est en pleine expansion. On pourrait avoir un poste pour toi. Quelque chose sur le terrain. Cela me fit m'arrêter, juste une seconde. Je me tournai vers elle et lui offris un petit sourire. Merci, Sloan. Mais je crois que je suis là où je dois être. Dehors, l'air avait le goût de la fin de l'automne, sel, pain, et la dernière teinte dorée des feuilles. Ma mère disait que c'était sa saison préférée. Quand les vieilles choses tombent, et que la terre fait place à autre chose. Je ne rentrai pas directement chez moi. Je pris le long chemin, longeant le rivage, passant devant le vieux phare. Et quand je franchis enfin la porte de mon cottage, je me dirigeai droit vers le dernier tiroir de mon bureau. L'enveloppe était toujours là, celle que ma mère m'avait donnée il y a 2 ans, les mains tremblantes. N'ouvre ceci que lorsque ton père ne sera plus là, avait-elle chuchoté. Il ne l'était plus. Et moi, j'étais prête. L'enveloppe était épaisse, scellée avec un morceau de ruban jauni par le temps, et les bords légèrement jaunis. Mon prénom y était inscrit de la main de ma mère, ferme, élégante, délibérée. Emory. Juste ça. Pas de date. Pas d'explication. Elle me l'avait tendu un après-midi pluvieux, il y a 2 ans, assise sur le porche de cette même maison. Ses mains tremblaient plus que d'habitude. Le cancer faisait déjà son œuvre, discrètement, comme tant de choses dans notre famille. N'ouvre ceci que lorsque ton père sera parti, avait-elle dit, ses doigts pressant l'enveloppe dans les miens comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré. Promets-le-moi. Je l'avais promis. Et aujourd'hui était le premier jour où cette promesse ne tenait plus. J'ouvris l'enveloppe lentement, décollant le ruban adhésif comme si me presser risquait d'abîmer son contenu. En haut se trouvait une lettre, écrite à l'encre bleue sur du papier ivoire. La voix de ma mère me revenait à chaque ligne, calme, chaleureuse, un peu triste. Mon très cher Emory. Si tu lis ceci, ton père n'est plus, et je ne suis plus là pour dire tout ce que j'aurais dû crier plus fort, plus tôt.
Ton père a bâti Kinstra avec de la pierre et de l'acier, mais il n'a jamais vraiment vu l'océan. Il ne t'a jamais vraiment vu. Ma gorge se serra. Je m'assis au bord du canapé, la lettre tremblant légèrement entre mes mains. Pendant qu'il courait après les marchés, moi, je suivais ton travail, discrètement, au début. Je t'ai vu protéger les côtes, parler dans des conférences, bâtir quelque chose qui comptait. Et pendant qu'il se moquait de tes choix de carrière à table, j'ai commencé à investir. Sous la lettre se trouvaient des dossiers épais. Des documents. Des certificats d'action. Des rapports d'investissement. Des participations dans plus d'une dizaine d'entreprises de technologie durable, dont certaines valaient désormais des centaines de millions. Tout légalement transféré à mon nom au cours de près de 20 ans. Par des manœuvres silencieuses. Par des comptes fantômes. Il n'a jamais posé de questions. Tout cela t'appartient. Chaque action. Chaque dollar. Il ne peut pas y toucher. Sloan non plus. Je clignais des yeux, parcourant des lignes de jargon juridique, toutes signées, certifiées. Mon nom, encore et encore, sous des initiales que je ne reconnaissais pas. Ses avocats. Ses planificateurs. Ses alliés. Elle avait bâti une forteresse sous son nez. Fait en ce que je n'ai pas pu. Parle plus fort qu'on ne me l'a permis. Construis quelque chose de mieux. Et ne laisse plus personne te faire te sentir petit. Je refermai le dossier et m'adossai, fixant le plafond. Les murs de ma maison semblaient bouger. S'élargir, même. Mon téléphone vibra sur la table basse. Un nouveau message de Sloan. Dînons ensemble. Parlons de la suite, pour la famille. Et pour toi. Je regardai l'écran un instant. Puis répondis lentement. Passe demain matin. J'ai quelque chose à te montrer. Je ne dormis pas beaucoup cette nuit-là. Je restais éveillé, lisant. Calculant. Me souvenant. Pas seulement de ce que mon père m'avait pris. Mais de ce que ma mère m'avait silencieusement donné, tout ce temps. Et je me demandais. Que ferait Sloan quand elle le verrait? Sloan arriva à 10 heures pile. Précise, comme toujours. Je l'observais depuis la fenêtre alors qu'elle sortait d'une Mercedes argentée, ses talons claquant sur l'allée de pierre. Son manteau noir était parfaitement ajusté à la taille. Elle s'arrêta brièvement devant le portail du jardin, son regard balayant le cottage modeste comme s'il l'offensait. Elle frappa une fois. J'ouvris avant qu'elle ne frappe à nouveau. Emory, dit-elle, avec cette chaleur étudiée dans la voix. Tu as l'air reposé. Je hochai la tête. Entre. Elle passa devant moi, son parfum flottant derrière elle, un mélange familier de retenues coûteuses. À l'intérieur, elle jeta un coup d'œil aux meubles, aux étagères, au parquet non ciré. Je vis ses yeux se poser sur les vieilles photos de la cheminée. Elle ne dit rien, mais sa bouche se serra presque imperceptiblement. Je la conduisis à la salle à manger, où les documents étaient soigneusement étalés sur la table. J'avais passé la matinée à les organiser, par date, par participation, par région. Les talons de Sloan s'immobilisèrent sur le seuil. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, méfiante. « Quelque chose que maman voulait que tu vois. » Elle s'approcha lentement. Sa main manucurée plana au-dessus du premier dossier, puis le toucha légèrement. Je la regardai parcourir le titre, puis les chiffres. Ses yeux se plissèrent. « Ce sont des investissements, » dit-elle, tournant une page, puis une autre. « Des technologies renouvelables ? La conservation des océans ? Qu'est-ce que c'est, Emory ? Mon héritage. » Elle releva brusquement la tête. « Pardon ? » Je ne répétais pas. Je reculai simplement et la laissai continuer à lire. En quelques minutes, sa posture changea. Elle arrêta de feuilleter et se mit à lire vraiment. Ses yeux sautaient de chiffre en chiffre, de page en page. Ses doigts tremblaient, légèrement, mais assez pour que je le remarque. Sa bouche s'ouvrit. Se referma. S'ouvrit à nouveau. « Ça ne peut pas être réel, » murmura-t-elle. Maman elle n'était qu'une femme au foyer. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, dis-je doucement. Pendant 20 ans. Le visage de Sloan rougit. Elle prit un des dossiers et fixa la signature notariée. C'est à ton nom, dit-elle. Tout. Elle se tourna lentement vers moi, la mâchoire serrée. Papa n'a jamais rien mentionné de tel. Il ne l'aurait pas permis. Je hochai la tête. C'est pour ça qu'elle ne lui a jamais dit. Silence. Un long silence, pesant. Quand elle reprit finalement la parole,
sa voix avait perdu son vernis. Alors, et maintenant, demanda-t-elle. Tu veux prendre ta place? Devenir celle qui porte le nom de la famille maintenant? Je secouai la tête. Je ne veux pas de ta place, Sloan. Je veux ma propre table. Elle me dévisagea, les yeux écarquillés. Pas en colère. Pas effrayée. Juste désorientée, comme si elle avait marché dans une pièce dont les murs avaient discrètement bougé pendant la nuit. Dès le lendemain midi, les secousses commencèrent. Un titre clignota sur l'écran de mon téléphone alors que je buvais mon café sur la terrasse. L'empire caché des technologies durables liées à la veuve de Richard Quinn secoue le monde de l'investissement. Je n'avais pas parlé à la presse. Je n'avais rien posté. Mais l'argent sait toujours où regarder. Et quand il bouge, les gens suivent. Astérisque dès l'après-midi, Kynstra Holdings avait chuté de près de 17%. Astérisque. Pas à cause d'un scandale. Mais à cause du doute. Doute sur sa direction. Doute sur sa vision. Doute sur Sloan. L'appel commença tôt le lendemain matin. Sarah Ray, l'avocate de ma mère, fut la première à appeler, calme, précise. Ta mère avait anticipé ça, dit-elle. Nous sommes prêts. Je ne lui demandais pas comment elle savait à quel, ça, je faisais allusion. La fuite? La chute? Le retournement médiatique? Il y avait trop d'options. Elle avait deviné. Sarah poursuivit. Une fois ton père disparu et le conseil d'administration informé de l'ampleur des investissements de Margot, il paniquerait. Elle nous a laissé les moyens de répondre juridiquement et financièrement. Elle planifiait toujours en silence, dis-je. Oui, répondit Sarah. Mais elle jouait sur le long terme. En milieu de semaine, Sloan s'était tue. Je n'avais plus eu de nouvelles depuis le matin où elle avait quitté ma maison, serrant un dossier comme un bouclier qu'elle ne savait pas manier. À la place, je reçus un message de mon cousin Jack, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis un Thanksgiving 5 ans plus tôt. Salut Emory, félicitations, je suppose. Si jamais tu as besoin d'aide pour gérer ce portefeuille, parlons-en. Puis un autre, de mon oncle Bennett. C'est injuste, tu sais. Papa a bâti Kynstra pour la famille, pas pour que maman le sabote depuis sa tombe. Oncle Bennett, toujours loyal à Richard. Toujours sceptique envers l'idéalisme environnemental. Je ne répondis à aucun des deux. À la place, j'ouvris un nouvel onglet sur mon ordinateur et affichai une demande de subvention de Pacific Blue Lab, une association que ma mère avait soutenue anonymement pendant des années. Ils développaient un filet biodégradable pour collecter les microplastiques sans nuire aux écosystèmes de plancton. Je parcourus leur dernier rapport de terrain. Leur manque de financement. Leur projection. Et je pensais. Voilà à quoi devrait ressembler un héritage. Silencieux. Tangible. Décomplexément utile. Cet après-midi-là, le conseil d'administration de Kynstra se réunit en urgence. Je n'y étais pas, bien sûr. Mais j'appris plus tard par Sarah, par des murmures en ligne, que plusieurs investisseurs clés avaient exigé un vote de confiance. Pas envers l'entreprise. Envers Sloan. Le même conseil que mon père avait autrefois présidé. Mettait maintenant en doute la fille qu'il avait préparée à lui succéder. Pas à cause de moi. Pas par vengeance. Parce qu'ils avaient enfin vu quelque chose de mieux. Et réalisé que ça avait toujours été là. Dans l'ombre de l'empire qu'ils croyaient éternel. La première vraie fissure ne vint pas du marché. Elle vint de sa fille. Je l'appris par une ancienne assistante de Kynstra qui m'avait discrètement glissé un message. Quelqu'un dont je me souvenais à peine, croisé sur des cartes de Noël. Ils disent qu'elle a quitté la réunion du conseil plus tôt, disait le message. Mera lui a demandé pourquoi les gens en ligne la traitaient d'imposteur. Mera avait 9 ans. Brillante. Sensible. Le genre d'enfant qui écoute quand on croit qu'elle ne fait pas attention. Sloan ne répondit pas à mes appels. Pas que j'ai beaucoup insisté, 1 ou 2 fois, peut-être. Aucune réponse. Aucun message. Mais quelques jours plus tard, un colis arriva chez moi. Sans marque. Enveloppé dans du papier craft simple. À l'intérieur, un dossier marqué confidentiel. Et une note. Si tu veux vraiment nettoyer l'océan, tu devrais voir ce que Kynstra y déverse depuis des années. Pas de signature. Juste une piste. Elle menait à des rapports internes. Des années de négligence environnementale, dissimulées dans un jargon trimestriel. Du lobbying offshore. Des conformités en trompe-l'œil. Et le nom de Sloan sur la moitié des mémos.
Pas comme auteur. Comme destinataire. Elle avait su. Pas tout, peut-être. Mais assez. Cette nuit-là, je m'assis à ma table de cuisine, les documents étalés à côté de mon ordinateur. La lumière était tamisée. Le silence, constant. Dehors, le vent faisait trembler les vitres. Et j'imaginais ma mère dans cette même chaise, épluchant des codes juridiques, cherchant comment protéger ce que personne ne jugeait digne de défense. Mon téléphone vibra. Sloan. Un texto, bref. J'ai tout foutu en l'air. Tout. Puis, 1 minute plus tard. On peut parler? Je fixai l'écran. Pas par colère, juste par prudence. Quelle version de ma sœur franchirait ma porte cette fois? La dirigeante? La fille modèle? La petite fille qui avait un jour volé ma boîte à goûter pour la jeter dans le lac derrière notre maison d'été? Ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un entre les deux. Le lendemain matin, elle était là à nouveau. Même voiture. Pas de talons cette fois. Cheveux tirés en arrière. Visage nu. Elle paraissait plus petite. Comme quelqu'un qui tente de passer inaperçu. J'ai parlé au conseil, dit-elle depuis le seuil. Ils veulent des solutions. Ils veulent une sortie. Je ne dis rien. Ils envisagent de démanteler des pans de Kynstra, ajouta-t-elle. Mais certains proposent une fusion, avec les entreprises de maman. Ça me fit relever la tête. Sa voix se brisa légèrement. Ils pensent que tes participations pourraient être le seul moyen de sauver ce qui reste. Je l'observais attentivement, non par méchanceté, mais parce que pour la première fois de ma vie, je ne savais pas ce qu'elle allait faire. Sloan revint 2 jours plus tard. Cette fois, elle n'attendit pas d'être invitée. Elle franchit le seuil comme quelqu'un portant du feu. Il convoque une réunion d'urgence, annonça-t-elle. Demain. Je posai ma tasse. Pourquoi? La fuite des investisseurs? Le retour de bâton écologique? Il réexamine le poste de PDG. Sa bouche se fit fine comme une ligne. Le mien? J'acquiesçai lentement. Il devrait. Ses yeux se plissèrent. Tu trouves ça juste? Non, dis-je doucement. C'est tardif. Elle laissa tomber une épaisse liasse d'emails imprimés sur la table. Je n'avais pas besoin de les lire, les logos en en-tête suffisaient, Blackbridge Capital. Norwind. Carry Equity. Tous des investisseurs majeurs. Tous en train de se retirer. Ils ont peur, dit-elle. Ils devraient, répondis-je. Tu leur as envoyé des rapports d'impact. Sur Kynstra. Sur papa. Je n'ai pas écrit ces rapports, dis-je calmement. Je me suis juste assuré que les bonnes personnes les lisent. La mâchoire de Sloan se contracta. Tu es en train de démonter tout ce qu'il a bâti. Non, dis-je. C'est lui qui l'a démonté en ignorant l'avenir. Elle s'assit, lourdement. Pour la première fois, elle n'avait plus l'air de quelqu'un en contrôle. Elle ressemblait à quelqu'un cherchant le sol sous ses pieds. J'avais 12 ans quand papa m'a dit que je dirigerais l'entreprise, murmura-t-elle, regardant ses mains. Il disait que je devais être plus vive que les garçons. Plus froide, aussi. J'attendis. Je pensais, qu'en faisant ce qu'il disait, je resterais en sécurité. Tu n'étais pas en sécurité, dis-je. Tu étais obéissante. Elle ne contesta pas. La pièce s'installa dans un calme que je n'avais pas connu depuis des années. Puis elle leva les yeux, le regard à vif. On pourrait les fusionner, proposa-t-elle. Tes entreprises. Les actifs de maman. Mon infrastructure. On pourrait transformer Kynstra en autre chose. Je secouai la tête. Ce n'est pas ce que voulait maman. Elle voulait du changement. De la clarté. Et tu ne vois clair que maintenant que ton siège est en feu. Sloan tressaillit. Et pendant un instant, juste un instant, je vis l'enfant qu'elle avait été. Pas la star de la pièce scolaire. Pas l'héritière parfaite que papa exhibait en conseil d'administration. L'enfant qui se glissait dans mon lit pendant les orages parce que j'étais la seule à ne pas lui dire d'arrêter de pleurer. Ne me fais pas ça, chuchota-t-elle. Je ne te fais rien, dis-je. Tu ne peux juste plus l'empêcher. Le lendemain matin, le titre tomba. Le conseil de Kynstra destitue Sloan Quinn Rivers de son poste de PDG face à l'exode des investisseurs. Je lus l'article en silence, puis fermai l'onglet. Dehors, le vent se levait, un avant-goût d'hiver dans l'air. Pas encore mordant, mais tranchant. Je ne lui envoyais pas de message. Je ne triomphais pas.
À la place, j'ouvris ma boîte mail, cliquai sur le brouillon que j'affinais depuis des semaines, et appuyai sur Envoyer. Ah, conseil d'administration du consortium Pacific Blue. Objet, projet Margot, proposition de lancement complet. Commençons. 3 semaines après la destitution de Sloan, Sarah Reyes apparut à mon bureau avec une fine enveloppe blanche. Elle a laissé une dernière lettre, dit Sarah en la posant délicatement sur mon bureau. Ta mère m'a demandé de la garder jusqu'à ce qu'une condition soit remplie. Je haussai un sourcil. Quelle condition? Sarah eut un petit sourire entendu. Elle croyait que Sloan pourrait changer. J'attendis que le bureau soit vide avant d'ouvrir l'enveloppe. L'écriture à l'intérieur était reconnaissable entre mille, calme, arrondie, familière. Ma chère Emory. Si tu lis ces mots, c'est que quelque chose a changé. Peut-être pas dans les actes de Sloan, mais dans son regard. Si elle a hésité, trébuché, ou adouci son cœur ne serait-ce qu'un instant. Alors je veux que tu considères ceci. Ta sœur a été élevée dans le monde de ton père. On lui a appris à obéir, à impressionner, à gagner. Mais personne ne lui a montré comment se sentir en sécurité dans sa propre peau. Je sais qu'elle t'a blessé. Je sais qu'elle a facilité son indifférence envers toi. Mais ce n'était pas de la force. C'était de la peur avec une meilleure posture. J'ai créé un fonds séparé. Il est modeste comparé au reste, mais sa mission est claire. Éducation. Sensibilisation. Culture environnementale. Si et seulement si tu crois qu'elle est prête. Je veux que tu lui en confies la direction. Non parce qu'elle mérite le pardon. Mais parce que parfois, la chose la plus radicale que nous puissions faire est d'offrir à quelqu'un la chance de devenir meilleur. Elle est ta sœur, Emory. Elle ne l'a peut-être pas toujours été. Mais elle pourrait encore le devenir. Il n'y avait pas de signature. Juste cette dernière ligne. Je pliai soigneusement la lettre et la glissai dans son enveloppe. Dehors, l'océan s'agita gris-bleu sous un soleil pâle. Je pensais à toutes les façons dont les gens tentent de réécrire l'histoire de qui ils sont. Et combien de fois ils attendent que quelqu'un d'autre commence la phrase à leur place. Ce soir-là, j'envoyai un message. Dîner. Jeudi soir. Juste nous deux. N'apporte rien. Ni promesse, ni offre. Juste la porte. Entr'ouverte. À peine. Mais ouverte malgré tout. Le jour qui aurait dû être le 70e anniversaire de notre mère, nous plantâmes un arbre dans le jardin qu'elle chérissait. L'idée venait de Sloan. Elle arriva avec un petit magnolia, ses racines enveloppées dans de la toile de jute, et une paire de gants de jardinage que j'ignorais qu'elle possédait. Nous ne parlâmes pas beaucoup. Nous creusâmes simplement. Installâmes les racines. Tassâmes la terre. L'air sentait le sol humide et le sel comme quelque chose d'honnête. Après, nous nous assîmes sur les marches de derrière, regardant la brise jouer dans les feuilles. Sloan sirotait son thé. Ses mains étaient sales, et cela ne semblait pas la déranger. Elle nous parlait d'écosystème, murmura-t-elle. Elle a essayé de m'expliquer l'équilibre, un jour. Je n'avais pas compris. Je voulais juste rentrer. Je souris. Mais ne dis rien. Le silence n'était pas gênant. Il semblait mérité. Dans les mois qui suivirent, Sloan se plongea dans le fonds éducatif. Elle rencontra des enseignants, des scientifiques, des leaders communautaires. Elle écouta. Posa des questions. Parfois trop. Il y eut des faux pas. Un événement dépassa le budget. Un autre fut annulé par manque d'organisation. Mais elle continua de se montrer. Un après-midi, je visitais une classe où elle enseignait aux enfants les déchets marins. Ses manches étaient retroussées. Ses chaussures, enlevées. Elle rit d'une question à laquelle elle ne sut pas répondre. C'était étrange de la voir ainsi. Et étrangement familier. De retour dans mon bureau, j'accrochai une nouvelle photo à côté de celle de maman dans son jardin. On y voyait Sloan agenouillé parmi des élèves de CE2, montrant une carte du Pacifique. Ses yeux brillaient. Pas ceux d'une PDG. Ni d'une héritière. Juste ceux d'une femme. Qui recommençait. Mon téléphone vibra. Un message d'elle. Les enfants veulent construire leur propre modèle de nettoyage. Tu es partante? Je fixai l'écran un long moment. Puis répondis. Compte sur moi. Parce qu'au final, il ne s'agissait pas de savoir qui obtenait quoi. Mais de savoir qui avait appris à planter quelque chose qui pouvait grandir.